Il y a un vieux proverbe chinois, savoir s'adapter aux circonstances est une marque de sagesse. Avec autant d'armes, que peuvent faire les policiers, à part détourner le regard? C'est un groupe de braqueurs extrêmement professionnels. Avant chaque opération, ils effacent toutes les traces, du début à la fin. Ensuite, ils se couvrent de manière méticuleuse. Ils font tout pour ne laisser aucun indice sur les lieux du crime. Et dans cette ville, presque tous les braqueurs de banque, tous viennent de la criminelle Charleston. En moyenne, une banque est braquée tous les 3 à 5 jours. Les habitants locaux y sont presque habitués. Ce matin-là, c'était encore l'heure de braquer une banque. Un groupe de braqueurs a fait irruption dans une banque. Leur coordination était experte et bien rodée. 2 d'entre eux ont rapidement maîtrisé les otages dans le hall principal, ordonnant à tout le monde de s'allonger au sol sans bouger. Un autre fouillait méticuleusement les liasses de billets. Ils ont soigneusement retiré un à un les traceurs potentiellement cachés. L'un d'eux s'est dirigé directement vers le serveur de surveillance, a rapidement arraché le disque dur, et l'a jeté dans le micro-ondes du magasin voisin pour le détruire. C'est alors que, un bruit de coups à la porte s'est soudain fait entendre dehors. Les braqueurs sont immédiatement devenus vigilants, saisissant leurs armes pour se préparer. Le directeur de la banque a profité de l'occasion, et a discrètement déclenché l'alarme silencieuse avec son pied. Mais le moindre mouvement n'a pas échappé au chef des braqueurs. Il a immédiatement ordonné le repli rapide. Tout le monde a agi sur le champ, jetant de l'eau de javel et en aspergeant partout sur les lieux, éliminant complètement les empreintes possibles. Les cheveux et autres traces. Un des braqueurs a remarqué quelque chose d'anormal, affirmant bruyamment que quelqu'un avait sûrement appelé la police. Le directeur de la banque à côté, effrayé, s'est empressé de nier avoir appelé. Le deuxième braqueur, en colère, refuse de croire. Le chef s'avance immédiatement pour l'arrêter. Il rappelle à ses complices que leur but est de voler, et jamais de blesser quelqu'un. Au milieu du chaos, le directeur de la banque aperçoit par hasard le tatouage cartoon sur la nuque du chef des braqueurs. Il garde ce détail précieusement en tête. Après avoir géré la situation, les braqueurs décident d'emmener un otage comme bouclier. Ils ont bandé les yeux du manager, et ont conduit pendant longtemps, pour finalement le déposer au bord de la mer. Ils lui ont ordonné de marcher tout droit, jusqu'à ce que l'eau de mer atteigne ses chevilles avant de pouvoir se retourner. Ensuite, ils ont incendié le véhicule utilisé pour s'échapper, détruisant complètement les preuves. Quand la police est arrivée, sur les lieux, ils n'ont trouvé presque aucun indice de valeur. Le shérif savait très bien que ce n'était pas l'œuvre de simples braqueurs. Cela devait être le travail de professionnels, et parmi les criminels chevronnés qu'il connaissait, la plupart étaient déjà en prison. Il semblait qu'un nouveau gang criminel était apparu. À ce moment-là, comme le shérif l'avait prévu, les braqueurs étaient 4 jeunes hommes, mais ils se retrouvèrent rapidement en difficulté. Claire, la manager prise en otage. Ils vivent à quelques rues de là. Ils pourraient même se croiser en faisant leurs courses. James, un membre du gang, propose de surveiller Claire en secret, pour s'assurer qu'elle n'ait pas vu d'indice clé. Mais Doug s'y oppose fermement. James a déjà été emprisonné 2 fois pour intimidation de témoins. S'il s'approche à moins de 30 mètres de Claire, il sera certainement repéré, et passera probablement le reste de sa vie en prison. Finalement, la mission de surveiller Claire a été confiée à Doug. Bien que l'enquête soit temporairement dans l'impasse, le détective Adam est convaincu qu'il peut attraper ce criminel. Chaque année, des centaines de braquages de banques ont lieu à Boston. Parmi eux, 9 fois sur 10, les braqueurs viennent de Charleston. Cette petite ville d'à accent grave peine 1 mile carré, est pourtant connue dans tout le pays pour ses nombreux braquages. Pour les habitants, le crime est presque devenu une tradition familiale transmise de génération en génération. C'est dans ce milieu que Doug est devenu un braqueur d'élite. À la tête de Jem et des autres, il planifie chaque coup avec soin, laissant la police impuissante. Mais celui qui tire réellement les ficelles est le redoutable chef du milieu. Doug commence à suivre Claire. Il entre dans une laverie et s'assoit. Claire s'approche spontanément pour lui parler. Elle explique que la machine à changer les pièces est en panne, et demande à Doug s'il a de la monnaie à prêter. Doug fait un geste de la main pour dire non. Claire rentre chez elle avec son linge sale, quand elle voit sur le col une tache de sang dont elle ignore l'origine. Les souvenirs de l'agression lui reviennent en mémoire, et les larmes commencent à couler. Doug, qui se trouve non loin, voit la scène. Il s'est senti touché et n'a pas pu s'empêcher de la réconforter. À force de se voir, ils ont fini par s'apprécier, et ils se sont rapprochés. Au fur et à mesure que leurs sentiments grandissaient, Claire faisait de plus en plus confiance à Doug. Elle a finalement ouvert son cœur, et lui a raconté son expérience de vol. Elle se souvenait que,
Les voleurs lui avaient bandé les yeux et avaient conduit en faisant des détours, pour finalement la jeter au bord de la mer. Faites-le marcher tout droit, jusqu'à ce que l'eau de mer touche ses pieds avant de revenir. Ce chemin semblait être le plus long qu'il ait jamais parcouru. Il ajouta en sanglotant, que bien que le régime ne l'ait pas blessé. Il avait perdu un œil à cause d'un ancien collègue. Il se reprochait d'avoir secrètement appuyé sur l'alarme, ce qui avait conduit à ce résultat. Doug le réconforta rapidement. Il insistait sur le fait que ce n'était pas de sa faute, mais il était rongé par la culpabilité. Sa véritable identité était un secret qu'il ne pouvait en aucun cas révéler à Claire. Jamais pareil n'aurait imaginé que son petit ami doux et attentionné était l'un des braqueurs impliqués dans le vol d'autrefois. Jusqu'au jour où Claire révéla un secret à Doug. Le jour du braquage, il a vu un tatouage sur la nuque d'un des braqueurs, mais il n'en a pas parlé à la police, de peur que témoigner ne lui cause des ennuis inutiles. Il a demandé à Doug si c'était la bonne chose à faire. Doug a analysé la situation pour lui. Les tatouages des personnes ayant un casier judiciaire sont généralement enregistrés. En donnant cet indice à la police, il pourrait rapidement identifier le suspect. Un vol à main armée entraînerait au moins 30 ans de prison. Mais les complices du suspect se vengeraient sûrement. Dans ce cas, il n'aurait d'autre choix que d'accepter la protection des témoins, et de vivre toute sa vie en se cachant et en fuyant. Il conseille à Claire de penser davantage à elle-même, et de ne pas révéler cette carte trop tôt. Claire est profondément fascinée. Elle se demande pourquoi Doug en sait autant. Doug explique en souriant que c'est parce qu'il aime regarder des films et des séries. Narration de Jian Changin. Quand Claire est rentrée chez elle, elle a mentionné par hasard que récemment, quelques voyous la suivaient, et avaient même vandalisé sa voiture. Doug a tout de suite compris que c'était l'œuvre des caïds locaux. Il a grandi dans ce quartier, et connaît très bien ces gens-là. Sans hésiter, il est allé directement demander de l'aide à James, au tempérament explosif. Doug, le visage grave, dit à son beau-père de lui rendre un service, sans poser de questions, et de ne jamais en reparler à l'avenir. Ils doivent donner une leçon à quelques personnes. Le beau-père comprend immédiatement. Les deux mettent des masques, et se faufilent discrètement jusqu'à la porte des voyous. Ils bloquent le Judas avec une matraque et frappent violemment à la porte. Le combat commence au milieu des cris. Doug a averti ses voyous que s'ils traînaient encore dans cette zone dans une semaine, les conséquences seraient bien plus graves que celles d'aujourd'hui. Il voulait en rester là, mais sa belle-mère ne voulait pas lâcher l'affaire. Bien qu'ils ne comprennent pas exactement pourquoi, il ne pouvait pas laisser ses frères se faire humilier. Le chef a tiré 2 coups de feu, et a estropié une jambe de l'adversaire. Puis il a arraché le masque de son visage. Il menaçait l'autre en ricanant. L'autre avait maintenant vu son visage. S'il osait appeler la police, il s'en prendrait à toute sa famille. D'un autre côté, la police faisait des progrès dans son enquête. Les voleurs avaient réussi à désactiver le système d'alarme avec précision, ce que des voleurs ordinaires ne pouvaient pas faire. Ils devaient avoir une certaine expérience. Ils ont suivi les indices, et ont découvert Eden dans l'équipe, un ancien employé d'une société de sécurité, grâce au réseau d'Eden. 3 autres personnes ont été identifiées. Ces 4 individus sont tous étroitement liés au propriétaire de la boutique de fleurs, Feji. Le père de Doug, All Mike, était autrefois un homme de main de Feji. À l'époque, lors du braquage d'un fourgon blindé, il avait tué 2 convoyeurs et avait été condamné à perpétuité. Doug a également suivi cette voie en tant qu'activité secondaire. Bien que la police ait découvert leurs antécédents, elle manque de preuves concrètes. On ne peut qu'attendre leur prochaine action pour procéder à l'arrestation. La relation entre Claire et Doug devient de plus en plus profonde. Lors d'une conversation légère, Claire confie à Doug qu'elle déteste les journées ensoleillées, car c'est un jour radieux que son frère a eu un accident mortel. Doug partage également ses peines. Sa mère a quitté la maison quand il avait 10 ans. Aujourd'hui, il ne se souvient même plus de son visage. 2 âmes solitaires se réchauffent mutuellement. Mais Doug reste inquiet au fond de lui. Il est un braqueur. Claire est une otage. Dès le début, cette relation était vouée à être interdite. Un jour, au restaurant, Claire s'absente pour aller aux toilettes. Jem apparaît soudainement à côté de Doug. Doug essaie désespérément de faire partir Jem, mais il est trop tard. Claire revient à sa place. Il découvre un étranger à la table. James n'aurait jamais imaginé que son frère sortirait avec le seul témoin capable de les identifier. Doug est encore plus inquiet. À cause du tatouage sur la nuque de James, c'est exactement celui que Claire avait vu à l'époque. Doug, feignant le calme, prend James dans ses bras.
et dit qu'il va d'abord raccompagner Claire chez elle, en conseillant à James de faire attention. Claire salue poliment James. James répond avec un sourire forcé. Dès qu'il rentre à la maison, James explose. Il demande pourquoi Doug sort avec quelqu'un, qui peut les identifier. Il dit que cela pourrait tous les mettre en danger. Ils étaient en train de planifier leur prochain braquage. Ils ne pouvaient pas se permettre la moindre erreur maintenant. Doug s'oppose fermement à une action immédiate. Il pense que le moment n'est pas encore venu. Les prochains gardes qui transporteront l'argent ont clairement une formation de force spéciale. Gilet pare-balles par-dessus les pantalons rentrés dans les bottes militaires. En cas de véritable échange de tirs, ils n'ont aucune chance de gagner. Je préconise d'attendre encore un peu. Mais la belle-mère n'écoute rien. Elle hurle sur Dao, en insistant fermement que c'est le dernier coup. Après ça, on arrête. Dao n'avait pas le choix, il a dû accepter. Avant l'opération, Dao est allé rendre visite à son père, Lao Mei, en prison. Il savait qu'après ce coup, il pourrait partir pour très longtemps. Peut-être qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de se revoir. Après une longue hésitation, Dao a finalement trouvé le courage de demander à son père pourquoi. Après toutes ces années, il n'avait jamais cherché sa mère. Le regard de Lao Mei s'est détourné, refusant de répondre directement. Cette paralysie s'est finalement terminée en queue de poisson. Le jour de l'opération, le gros du gang a récupéré une tonne de cheveux dans un salon de coiffure. Pour brouiller les informations génétiques sur les lieux, ils ont mis des cagoules de nonnes et ont bloqué le fourgon blindé de 11e Chao. Ils ont travaillé en parfaite synchronisation et ont rapidement pris le contrôle de la situation. Mais alors que James remplissait le sac d'argent, ils ont découvert que le chauffeur du fourgon blindé avait disparu. Un braquage à Boston n'est peut-être pas une grande affaire, mais dès qu'il y a des morts, la police va forcément enquêter à fond. Ils se sont précipités pour partir en voiture, et ont rapidement été pris en chasse par la police. Grâce aux compétences de conduite du chauffeur, ils ont semé les voitures de police et rejoint le véhicule de soutien. James est descendu pour couvrir avec des tirs. Les autres ont rapidement transféré l'argent dans le véhicule de soutien, et ont versé de l'essence dans la voiture d'origine. Les flammes ardentes ont empêché la destruction. Ils ont pris des cheveux du salon de coiffure, et les ont dispersés dans la voiture d'origine, pour fabriquer de fausses preuves, puis ont changé de véhicule pour s'échapper. L'opération entière s'est déroulée sans accroc, laissant la police sans aucune faille à exploiter. Le détective Adam était furieux, et a arrêté de force Dao-ge et 3 autres personnes. Faute de preuves clés, ils ne peuvent le retenir que 48 heures. Après la libération de l'individu, Adam n'a pas abandonné. En examinant le dossier, il a découvert que Claire, la directrice de la banque, avait soudainement démissionné après la clôture de l'affaire. Elle pourrait savoir quelque chose. Il a immédiatement ordonné la mise sur écoute du téléphone de Claire. Pendant ce temps, Doug a offert un collier en diamant à Claire. Il n'a pas explicitement dit qu'il voulait emmener Claire, mais il a subtilement laissé entendre qu'il voulait quitter la ville avec elle et recommencer à zéro. Cette conversation a été hautement surveillée par la police. Adam s'est immédiatement rendu auprès de Claire, avec une photo de Doug, au moment où elle a vu la photo et les documents associés. Claire s'est complètement effondrée. Cette fois, Doug, complètement ignorant, annonce à James qu'il a décidé de se retirer. Il explique que la police les surveille déjà. Furieux, James attrape Doug par le col. Il le réprimande, l'accusant de devenir faible à cause d'une femme. Les 2 hommes en viennent aux mains. Tom, bouleversé, hurle la vérité du passé. Il y a 10 ans, pour éliminer un rival de Bogue, il a traqué cet homme pendant 9 ans avant de le tuer. Il n'a jamais demandé à Doug de lui rendre l'appareil, mais il est absolument interdit à Doug de partir maintenant. Les yeux de Doug s'embuent de larmes. Après l'emprisonnement de son père, c'est la famille de James qui l'a recueilli. Il n'a jamais oublié cette dette de gratitude. Mais il en a assez de cette vie de fugitif. Il sait pourtant que pour vraiment s'en sortir, il doit obtenir l'approbation du voleur en chef, Fergie. Doug se rend directement à la boutique de fleurs de Fergie. Il lui annonce sans détour qu'il veut se retirer. Fergie joue avec les ciseaux qu'il tient en main. Ils affirment calmement qu'ils forment une équipe. Si Doug veut partir, les autres ne resteront pas non plus. Doug laisse une liasse de billets en compensation. Fitch ricane froidement. La lame effleure les fleurs. Il menace Doug de faire un dernier coup. Sinon il le castrera, et il fera taire définitivement Mike en prison. Doug serre soudainement le poing. Pecky continue de remuer le couteau dans la plaie de Dao-ge, en lui révélant que sa mère n'était pas partie avec quelqu'un, mais qu'elle avait été séduite et avait contracté une dépendance. Quand elle a repris ses esprits,
elle n'a pas pu supporter la culpabilité, et a finalement mis fin à ses jours avec un câble électrique. Dao Ge est comme frappé par la foudre. Il comprend enfin que son père, pendant toutes ces années, a porté seul le fardeau de la honte. Pecky menace finalement que si Dao Ge ne coopère pas avec sa petite amie, Claire est en danger de mort. Doug se précipite chez Claire, mais Claire a déjà appris la vérité de la police. Elle verrouille la porte et refuse de céder. Écoutant les sanglots étouffés derrière la porte, Doug est désespéré. Il comprend il est condamné à ne jamais échapper à cette voie criminelle. Leur dernier objectif est les 3,5 millions de recettes du stade. Sortie de liquidité. Une fenêtre de seulement 15 minutes. Il faut agir rapidement. L'équipe a préparé un plan méticuleux sans fuir en premier, mais en se déguisant en policier. Ils entrent dans le stade en toute confiance. Ils doivent les guider vers le coffre souterrain. Eden se déguise en électricien pour couper le réseau électrique. Le gros est prêt avec une ambulance à l'extérieur pour les récupérer. L'opération commence officiellement. Eden coupe les lignes de surveillance. Doug et sa belle-mère Jia Cheng reçoivent une alerte de vol. Ils demandent aux agents de sécurité de présenter leurs papiers et de coopérer pour inspecter le sous-sol. Dans l'obscurité ambiante, leurs lunettes de soleil suscitent des soupçons chez le plaignant. Mais ils ressemblent vraiment à des policiers. Le garde de sécurité n'a d'autre choix que de se soumettre et se retrouve attaché au sol. Ensuite, Doug arrive devant la porte de la salle des coffres. Précisément, il dévoile des informations personnelles sur les familles du personnel de la salle des coffres. Il les menace pour qu'ils remplissent les sacs d'argent. Des piles de billets sont rapidement entassées dans les sacs. Quelques-uns enfilent des uniformes de secouristes. Ils poussent un brancard vers le point de rendez-vous. Cependant, Dao ressent une inquiétude diffuse. Tout autour, le silence est trop pesant. Ce calme inhabituel le met en alerte. Soudain, James remarque un reflet de lunettes de visée au loin. Il riposte immédiatement en tirant. Les coups de feu déclenchent instantanément l'embuscade d'une grande équipe de policiers. Dans un échange de tirs intenses, le gros s'est fait toucher. Heureusement, le gilet pare-balles l'a sauvé. Doug a repéré un véhicule armé dans l'ombre. Ils ont concentré leurs tirs pour repousser l'ennemi et se sont échappés en voiture, devant l'entrepôt. La police a pris les véhicules de sécurité en fuite. Pour ceux des braqueurs, ils ont concentré leurs tirs pour les arrêter. La police a utilisé des grenades assourdissantes pour attaquer Eden. Sous le choc, ils ont révélé leur position. James veut intervenir mais il est trop tard. Eden meurt sur le coup. Le gros prend le volant pour attirer le feu des policiers, mais il est touché par un sniper. Doug et James tirent frénétiquement pour s'échapper. Mais le cercle des policiers se resserre de plus en plus. James et Doug enfilent rapidement les uniformes de police préparés à l'avance, et se mêlent aux policiers qui affluent sur les lieux. Ils prévoient de se séparer et de profiter du chaos pour s'enfuir. Cependant, le shérif Adam reçoit une information cruciale. 2 braqueurs se sont fait passer pour des policiers. Ils ont trompé le système de sécurité. Il prend immédiatement la voiture pour patrouiller et chercher dans les environs. Après que Doug s'est échappé avec succès, il assiste par hasard à la découverte par Adam d'un policier au comportement suspect. C'est une opération officielle. L'individu porte sur son dos un sac lourd rempli d'argent, un bagage encombrant. Doug réprima son impulsion et s'abstint de donner l'alerte. Il savait que se reconnaître à ce moment-là ne ferait que les exposer tous les deux. Il les suivit discrètement. Il vit Adam soudainement crier le vrai nom de Zanmu. Zanmu se retourna instinctivement et tira en riposte. Mais rapidement, ses munitions furent épuisées. Il prit ses jambes à son cou. Adam le poursuivit de près. Yuan Kai et Shu Qiang étaient juste derrière, déterminés à ne pas lâcher prise. James utilise les véhicules en bord de route comme couverture pour recharger son arme. Mais il est touché à l'abdomen par une balle. Heureusement, le gilet pare-balles a absorbé l'impact. Cela n'a pas causé de blessure mortelle. Il traîne sa jambe blessée et continue de fuir. Adam tire une autre balle qui atteint précisément sa jambe. James ne peut plus courir et s'effondre au sol. Face aux policiers qui l'encerclent, James ramasse un demi-verre de cola abandonné par un passant. Il le boit d'une traite. Ensuite, il a levé 2 armes vides et a couru en direction de la police. 2 coups de feu du sniper. Et Zanmu est tombé, mort sur le coup. Dao Ge a étouffé un cri dans l'ombre, regardant impuissant son frère de cœur mourir, ses ongles s'enfonçant presque dans ses paumes. Dao Ge, rempli de rage, a foncé en voiture vers la boutique de fleurs abandonnée, après avoir éliminé les gardes à l'entrée. Affrontement direct avec Feiji. Les balles fusent de toutes parts. Le gilet pare-balles de Doug arrête les projectiles tirés par l'arbre.
tandis que le vieux Feiji est criblé de trous. Doug fait un pas en avant et vise le point faible de cet épisode pour tirer une dernière balle. Ce tir fait exploser la rage de la mère et met fin à la haine accumulée qui les détruisait peu à peu. Tout est définitivement réglé, brisant les chaînes criminelles qui l'avaient emprisonné pendant des années. Adam a prévu que Doug contacterait Claire et a tendu une embuscade autour de la maison de Claire. En effet, Doug a appelé pour dire au revoir. Claire, suivant les instructions de la police, a invité Doug à se rencontrer. Mais Doug, depuis l'immeuble en face avec des jumelles, avait déjà repéré l'embuscade. Au téléphone, Claire a soudainement dit qu'il faisait beau aujourd'hui, et qu'elle voulait se promener. Cette phrase apparemment anodine, c'était un code secret entre eux. Ils en avaient parlé. Le beau temps rappelait à Claire la géographie. La tristesse de la perte, en parler maintenant, c'était un avertissement discret qu'il y avait du danger sur place. Une demi-heure plus tard, voyant que Doug ne se montrait toujours pas, Adam n'avait d'autre choix que de donner l'ordre de retrait. Ce jeu du chat et de la souris. Finalement, la victoire revient au rat. Quelques jours plus tard, alors que Claire bêchait dans le jardin, sa pelle a soudainement heurté un paquet étanche. À l'intérieur, il y avait 2 millions de dollars laissés par Doug, ainsi qu'une lettre d'adieu. Claire n'a pas gardé cet argent entaché de crimes. Elle l'a plutôt entièrement donné à une organisation caritative anti-violence. Ainsi, elle a mis un point final à cette histoire mêlée de crimes et de châtiments, et de douleur. Doug ne ressemble pas à un braqueur traditionnel. Il ressemble plutôt à ce voisin pris au piège par la vie. Il ne braque pas des banques pour mener une vie de débauche, mais pour échapper à sa famille et à son quartier d'origine, aux chaînes de son environnement. La représentation des rues de Boston par le réalisateur est digne d'un manuel d'études. Sous l'objectif, Charleston n'est pas seulement le berceau du crime, mais aussi le terreau d'un destin inévitable. Jeremy Renner excelle dans son rôle de James. Il a incarné un jeune homme de la classe inférieure, colérique mais loyal, avec brio. Ce sentiment de désespoir, où le crime est la seule option, est plus percutant que n'importe quelle scène de fusillade. Le film excelle dans la représentation complexe de l'humanité. La relation entre Doug et Claire, la directrice de la banque, semble être un cliché de voleur et d'otage. Mais c'est en réalité la reconnaissance mutuelle de deux âmes solitaires. La performance de Rebecca Hall est subtile et maîtrisée. Son regard sur Doug mélange peur et curiosité. Cette tension subtile donne au film policier la profondeur des films d'art et d'essai. Cependant, le film a aussi ses défauts. Le développement de la romance est un peu précipité. Certains personnages secondaires sont superficiels. Mais dans l'ensemble, le réalisateur a réussi à transformer le film policier en une parabole sociale. Chacun lutte contre son destin à sa manière, mais certains choisissent des moyens erronés. Cette perspective de compassion envers les groupes marginalisés, cela donne à ce film une dimension qui dépasse le simple divertissement. Un véritable poids réaliste. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.